Bonjour à toutes et tous à nouveau. Bienvenue au second round de ces colloques qui portent cette fois sur l'état et politique du vivant. C'est vraiment un grand plaisir pour moi, je suis à nouveau Silvia Sebastiani, je me présente, de modérer cette séance. Et donc on commencera avec Yen Hamburg qui va présenter sa recherche sur les voyages des trois moutons tibétains, science et élevage dans l'Empire français des Lumières. Il est doctorant encore pour une semaine à l'université de Uppsala, mais je ne savais pas, mais en Suède, la thèse sort même avant la soutenance. Donc, si vous voulez la voir, je peux la faire circuler. Le titre, c'est Breeding the Enlightenment, Animals, Science and Race in 18th Century France. Et vous verrez clairement, oui, les applaudissements sont nécessaires, là. Et vous verrez pourquoi cet lien sur le breeding et l'enlightenment, qu'est-ce que ça veut dire par rapport à réfléchir aux élevages, par rapport la relation, on pourrait dire, entre savoir ordinaire et savoir naturaliste. Et Jens, j'annonce aussi qu'il va partir à la Brown University avec un postdoc, avec Nils Saphir ici. On est resté en famille. On va tous se marier à la fin de ces colloques. Il a eu 5 années de postdoc, ce qui est assez impressionnant, dont une partie le fera à Brown et l'autre partie en Suède, en principe, mais il est le plus grand globetrotter, I think, que je connais. Il a fait un master à Cambridge, après un deuxième master à l'école des hautes études, après il est parti à Uppsala, il a eu la Fulbright avec Jessica Risking à Stanford, etc. Je m'arrête là, mais je dirais simplement qu'il a aussi fait un travail, et ça on va le retrouver aussi avec Émilie Anne Pépi, entre l'histoire des sciences, l'histoire culturelle, l'histoire économique. C'est vraiment un défi de mettre tous ensemble. Et à toi la parole, Jens. Bon, merci beaucoup Sylvia pour cette introduction très généreuse. Merci aussi à Antoine et Stéphane d'avoir organisé ce colloque avec Sylvia et Maxime qui a pris en charge l'organisation pratique. Je suis très content d'être ici et je vais parler aujourd'hui du voyage des trois moutons tibétains. Le 18 juillet 1772, dans le port de Lorient en Bretagne, 3 moutons, un bélier, une brebis et un petit agneau débarquent, sans doute quelque peu désorientés, du navire qui leur avait servi de maison flottante pendant près de 7 mois. Et pour la première fois de leur vie, ils marchent sur le sol européen. Bien que ces moutons puissent paraître un peu étranges, ils ne laissent probablement pas une impression particulièrement forte sur les habitants locaux. Pourquoi les Lorientais, qui voyaient parfois arriver à bord des navires semblables, des tigres et des éléphants, auraient-ils été impressionnés par 3 moutons? Cependant, pour certains des plus puissants hommes d'État et des naturalistes français, l'arrivée des moutons marque l'aboutissement d'un long projet visant à résoudre d'importants problèmes nationaux. Les animaux avaient été amenés du Tibet au Bengale, puis transportés à travers l'océan Indien et autour du continent africain jusqu'aux côtes atlantiques françaises. Cette intervention examine pourquoi et comment, au siècle des Lumières, 3 membres d'une espèce aussi ordinaire que le mouton ont été transportés à travers les océans et quelle valeur on pensait qu'ils incarnaient. Les moutons ont été
amené en France dans le cadre d'une expérience scientifique dirigée par le naturaliste Louis-Jean-Marie Daubenton. Il est surtout connu comme le principal collaborateur de Buffon dans la publication de l'histoire naturelle, générale et particulière, pour laquelle il a rédigé les longues descriptions anatomiques de 12 volumes consacrés aux quadrupèdes. Il a également publié de nombreux articles dans l'encyclopédie et a mené une carrière importante comme professeur et directeur dans diverses institutions, dont le collège. Immédiatement après la fin de sa collaboration avec Buffon, Daubenton a été chargé par le gouvernement français de faire des expériences sur l'amélioration des bêtes-laine. Au cours des 3 décennies suivantes, il a publié un ouvrage et une douzaine de mémoires sur l'élevage des moutons. Après sa mort, Georges Cuvier a écrit que Daubenton rendait compte de ses recherches sur les moutons à presque chaque séance publique de l'Académie des sciences et qu'il obtenait souvent plus de reconnaissance des assistants que ses confrères grâce à l'utilité de ses recherches. Et même si Daubenton est souvent décrit comme le père fondateur de la science de l'acclimatation, ses expériences d'élevage et en particulier leur portée impériale n'ont jamais été étudiées de manière approfondie. Ici, je retrace le développement du projet de Daubenton en croisant des archives agricoles et coloniales. Le cas nous invite immédiatement à deux réorientations historiographiques. Premièrement, alors que la botanique coloniale a reçu une attention considérable ces dernières décennies, comme vous le voyez sur l'écran, l'extraction des animaux utiles dans l'histoire naturelle impériale au XVIIIe siècle demeure peu étudiée. Deuxièmement, tandis qu'il existe de nombreux articles et études consacrés à l'acclimatation des nouvelles espèces au XIXe siècle, il faut également étudier le déplacement des races animales, car, comme l'a observé Rebecca Woods, c'est au niveau de la race que l'on voit se rencontrer l'économie impériale et les préoccupations culturelles. En effet, même si les animaux ont été déplacés dans une moindre mesure que les plantes à l'époque moderne, leur transport sur les longues distances à des fins d'élevage a eu des effets plus importants sur la manière dont les notions comme l'hérédité et la race ont été comprises. Les excellents travaux de Claude-Olivier Durand et William Max Nelson illustrent comment les théories de l'élevage des animaux jouaient un rôle fondamental dans le développement des théories générales de la race et de la biopolitique au siècle des Lumières. À cette époque, comme il le montre, l'amélioration des races animales était souvent évoquée comme preuve de la possibilité d'améliorer l'espèce humaine par les mêmes techniques. Cependant, comme l'a récemment noté Stéphane Van Damme dans une note critique, ces travaux sur la biopolitique des Lumières restent fondamentalement discursifs et on a peine à voir comment se fait l'articulation avec les pratiques de réforme liées au projet étatique d'amélioration et d'expérimentation agronomique. Me focalisant davantage sur les rapports entre histoire naturelle et agronomie dans les projets politiques et impériaux des Lumières, je voudrais suggérer que les mouvements globaux des races animales jouaient un rôle central dans la culture d'amélioration des Lumières. Comme j'ai appris il y a longtemps lors du séminaire d'Antoine Lilti et de Silvia Sebastiani à l'EHESS, il faut en premier lieu comprendre les Lumières comme un mouvement polyphonique. Et je pense que si nous espérons mieux comprendre toute l'étendue de la polyphonie des Lumières, nous devons aussi prêter l'oreille aux aboiements des chiens, aux hennissements des chevaux et aux bêlements des moutons, que l'on entendait certainement à l'extérieur, sinon parfois même à l'intérieur des salons et des académies. Mon exposé est divisé en 3 parties. Dans un premier temps, j'examine le contexte économique, politique et intellectuel du projet de Daubenton, puis j'interroge le déroulement du projet et particulièrement de l'extraction des moutons du Tibet, et finalement, j'analyse comment le projet de Daubenton a marginalisé des savoirs autochtones. Première partie.
Au XVIIIe siècle, la laine était au cœur de l'économie française. Comme pratiquement partout en Europe, l'industrie textile constituait la plus importante de la France et la laine était la textile dominante. La laine fine constituait une ressource très également répartie en Europe. Les laines françaises étaient généralement considérées comme de très mauvaise qualité, tandis que l'Angleterre et l'Espagne étaient toutes deux réputées pour la haute qualité de leurs moutons et de leur laine. Et comme j'ai suggéré dans un article publié l'année dernière dans les Annales, on voit au XVIIe et XVIIIe siècle le développement d'une forme de mercantilisme animal, c'est-à-dire une marchandisation des races animales en tant que ressource politique et géopolitique. Dans le sillage de la guerre de 7 ans, le gouvernement français a mobilisé diplomatie et contrebande pour importer secrètement des moutons anglais et espagnols en vue d'améliorer leur cheptel. Ces projets ont été initiés par l'intendant des finances, Daniel Charles Tredin, et principalement gérés par son fils et successeur, Tredin de Montigny. Il dirigeait notamment le bureau de commerce chargé de l'industrie textile, et il s'était des figures majeures dans l'administration française et participait activement au milieu scientifique et agricole, étant membre de l'Académie des sciences et de la Société royale d'agriculture. Les Tredin ont recruté le naturaliste au bon temps pour faire des expériences sur les moutons à partir de 1766. Ces expériences se développent parallèlement à de nouvelles conceptions de la relative fixité des races animales. Plus spécifiquement, à partir du milieu du siècle, certains auteurs ont proposé d'extraire des races étrangères afin de transformer l'ensemble de la population ovine française. En 1755, par exemple, Claude Carlier, un spécialiste d'élevage des moutons, affirmait que c'était une vérité démontrée qu'on pouvait tirer de grands avantages de l'importation d'une race étrangère. De plus, Carlier et d'autres auteurs français ont confirmé que l'Espagne avait amélioré ses troupeaux grâce à des importations en provenance d'Afrique du Nord et que l'Angleterre avait ensuite fait de même en important des moutons d'Espagne. On a même soutenu que les Hollandais avaient amélioré leur race grâce à des importations provenant des Indes orientales. Et l'idée selon laquelle les races demeurent relativement stables d'un environnement à l'autre, associée à l'idée que les succès anglais, espagnols et hollandais étaient dus à des importations historiques venant d'Afrique et d'Asie, a été fondamentale pour transformer le projet d'élevage de Daubenton en une entreprise impériale. Dès le début, Daubenton et les Tredin pratiquent une forme de bioprospection à travers le réseau mondial des consulats, des comptoirs et des colonies français, notamment en Méditerranée. Par l'intermédiaire du ministre de la Marine et des colonies, le duc de Praslin, Tredin fait circuler des lettres aux consuls français à Izmir, Chypre, Le Caire, Alexandrie, Alep, Alger et Tunis, ainsi qu'à l'ambassadeur de France à Constantinople. Il leur explique qu'on est instruit que les meilleures laines qui sont actuellement en Europe ne sont pas originaires de cette partie du monde et qu'elles proviennent des races de moutons venus de l'Afrique et de l'Asie, mais qui depuis le temps ont dégénéré et font douter que les meilleures laines d'Angleterre et d'Espagne soient aussi bonnes que celles de Barbarie. Tredin leur demande d'envoyer des échantillons de laine à Daubenton pour inspection. Et le naturaliste reçoit de tels envois de divers lieux, ainsi que 2 petits troupeaux de moutons vivants du Maroc qu'il garde dans sa ferme pour des expériences de croissement. Tredin fait également circuler une lettre semblable auprès des directeurs de la Compagnie des Indes orientales en leur demandant d'envoyer des toisons provenant des meilleurs moutons qu'ils peuvent trouver et puis d'envoyer des moutons vivants. Les tentatives d'importation qui suivent reposent sur une chaîne d'administrateurs coloniaux qui reliait Paris et Versailles
au comptoir français en Inde et en Chine, d'où les Français espèrent extraire des races ovines. D'une certaine manière, ce projet pourrait sembler assez bien décrit par le modèle que François Regour et Jean McClellan ont appelé la machine coloniale. Selon la science et l'Empire français se développent conjointement de manière centralisée sous l'effet de ce qu'il appelle des impératifs métropolitains provenant des institutions royales et des autorités gouvernementales à Versailles et à Paris. Je rejoins toutefois certains de leurs critiques qui soulignent la nécessité des perspectives décentralisées qui mettent en lumière les manières complexes dont les acteurs coloniaux et autochtones sur le terrain façonnent les opérations scientifiques. Le cas de Daubention illustre bien la manière dont la science et l'administration centrale de l'État français coopèrent dans des projets impériaux, mais il met également en évidence le fait que les initiatives métropolitaines dépendent pleinement des structures et des priorités locales, coloniales aussi bien qu'autochtones. La demande des meilleurs moutons de l'Afrique et de l'Asie n'est pas un impératif spécifique, mais plutôt une indication vague, une requête qui doit être réinterprétée et adaptée aux circonstances locales par des acteurs sur le terrain. Dans l'océan Indien, les opérations sont coordonnées par Pierre Poivre depuis l'Île-de-France, actuelle île Maurice, où ce naturaliste voyageur vient d'être nommé intendant ou gouverneur. Cette colonie française située à l'est de Madagascar constituait un point de passage stratégique pour les navires français se rendant en Chine et en Inde. Et Poivre mobilise ses réseaux afin d'acquérir des moutons chinois et indiens, mais dans le contexte colonial, il s'avère que ces animaux constituaient souvent une priorité secondaire et pendant plusieurs années, toutes les tentatives échouaient. Finalement, c'est par l'intermédiaire du gouverneur de l'établissement français de Chandernagore au Bengale, Jean-Baptiste Chevalier, que le projet de Daubenton trouve une réorientation importante. Chevalier suggère qu'il faut chercher des moutons de Tibet. Dès les années 50, Chevalier avait fait plusieurs longs voyages dans les régions autour du Bengale et s'interrogeait alors sur la valeur que pourrait offrir la laine précieuse de Tibet. Dans son rapport rédigé à la suite d'une mission en Assam, il écrit que l'établissement d'un comptoir dans ce région, grâce à sa proximité avec le Tibet, permettrait aux Français d'obtenir les laines fines utilisées pour la fabrication des châles au Cachemire. Lors d'un voyage vers une capitale provinciale du Tibet, Chevalier s'était également familiarisé avec les routes de caravanes de yaks qui venaient de Cachemire pour chercher des laines. Il en conclut qu'il serait à la fois possible et lucratif d'établir des comptoirs à Lhasa et dans d'autres régions du Tibet pour importer les plus belles laines qu'il y a dans le monde entier et avec lesquelles l'on fabriquerait des draps et des étoffes d'une finesse dont aucune de nos manufactures n'a encore approché. Si ces visions ne se sont jamais concrétisées, Chevalier avait cependant de longue date promu l'idée d'exploiter la laine tibétaine au service de l'industrie textile française. Et en mars 1772, après 5 ans de tentatives infructueuses pour faire venir des moutons asiatiques en Europe, Poivre écrit à Trudel de Montigny pour l'informer du succès. J'ai enfin réussi à obtenir de M. Chevalier, directeur de nos établissements dans les Ganges, un bélier et 2 brebis du Tibet de l'espèce qui donne la laine la plus fine et la plus soyeuse des Indes. C'est l'espèce de mouton qui donne cette belle laine qui est la matière des étoffes qu'on nomme châle aux Indes, dont le prix surpasse de beaucoup celui des étoffes les plus riches en or et en argent.
En extrageant ces animaux tibétains, les Français espéraient accéder à la source de l'un des textiles les plus raffinés du monde, en supposant qu'il serait possible de transférer cette valeur par les moutons. Cependant, comme je le suggère dans la troisième partie, cette opération néglige et marginalise les savoirs et pratiques tibétains et cachemiriens qui font la qualité singulière des châles. À l'époque, les châles fins de Cachemire sont peu connus en Europe, alors qu'ils constituaient de longue date un objet de luxe dans une grande partie de l'Asie, où ils sont portés par les élites, à l'instar de ce souverain de Golconde du XVIIe siècle. Et la production des châles de Cachemire, active au moins depuis le milieu du XVe siècle, repose sur une chaîne de production sophistiquée dont les Européens, chevaliers compris, n'ont qu'une compréhension très limitée. Les châles sont principalement confectionnés à partir de duvet exceptionnellement fines de chèvres pashmina élevées par les Shangpa, population sémi-nomade des régions occidentales du plateau tibétain. Depuis au moins un millénaire, les pasteurs himalayens ont développé des pratiques d'élevage complexes adaptées à des températures extrêmes à de très hautes altitudes. Les chèvres ne produisent leurs fibres fines que dans de telles conditions qui sont en revanche incompatibles avec toute forme de culture agricole. Les ethnographies contemporaines des Shangpa et d'autres communautés tibétaines s'identifiant comme Brokpa, des nomades pastoraux, offrent des éclairages sur une tradition de savoir à la fois historiquement dynamique et marquée par certaines continuités essentielles à la survie. Des facteurs comme la mobilité fréquente, l'usage rotationnel des pâturages et l'élevage mixte des chèvres, des moutons et des yaks constituaient le socle d'une économie de subsistance qui leur permet d'exploiter les ressources tout en préservant la fertilité des terres. De plus, au XVIIIe siècle, la production des châles repose sur des réseaux commerciaux complexes et des savoir-faire artisanaux sophistiqués. Dès 1684, le Ladakh détient le monopole de commerce de la laine avec le Tibet et sert d'intermédiaire pour les marchands cachemiriens. La laine, d'abord préparée au Tibet, est acheminée vers la vallée de l'Indus jusqu'au Cachemire, où elle est filée, teinte et tissée à la main dans des processus longs et très exigeants pouvant nécessiter jusqu'à 1 an pour un seul châle. Ces châles circulent ensuite à grande échelle à travers l'Asie. En Europe, ce n'est qu'à la suite de la campagne d'Égypte de Napoléon que les châles gagnent en popularité, devenant des marqueurs de prestige parmi les élites. Leur méthode de production reste cependant peu connue en Europe. Il y règne même une grande confusion quant à l'identification de l'animal fournissant la laine des châles de Cachemire. Des naturalistes et voyageurs débattent la question jusqu'au milieu du XIXe siècle, et tandis que Chevalier envoie des moutons de Tibet, nous savons que les plus beaux châles sont produits avec le duvet des chèvres, comme celui-ci, illustré par l'artiste indienne Zain al-Din. Chevalier ne précise pas comment les moutons ont été acquis, mais étant donné que les actions françaises en Inde se trouvent fortement limitées après la guerre de 7 ans, ils ont probablement été obtenus auprès des marchands au Bengale. Chevalier dépend sans doute de l'intermédiaire des routes caravanières des montagnes qui reliaient le Bengale au Tibet via le Bhoutan, ce qui souligne comment l'entreprise repose complètement sur des réseaux locaux auxquels les Européens n'ont qu'un accès fragmentaire. Quand les animaux quittent le Bengale au début de 1772, une traversée maritime difficile les attend évidemment. L'une des 2 brebis meurt pendant le voyage, mais l'autre,
ainsi qu'un bélier et un agneau nés à bord arrivent vivants à l'Orient. Des représentants de la Compagnie des Indes les accueillent et Daubenton, à son tour, envoie un berger pour les conduire à Montbard. Mais par la suite, il reste peu de traces des moutons de Tibet. Daubenton affirme le savoir utilisé dans ses expériences de croisement à côté des moutons venus d'Angleterre, d'Espagne et du Maroc. Mais après toutes ces expériences avec des races importées, Daubenton conclut des années plus tard que les bêta-laines étrangères ne sont pas nécessaires pour multiplier en France les laines super fines et les laines longues. Finalement, il suggère qu'on peut améliorer les races françaises en les tenant à l'air en toute saison, simplement. Il en vient ainsi à privilégier des conditions environnementales d'élevage. Néanmoins, Daubenton devient par la suite une figure emblématique de l'acclimatation en France. Sous la Révolution et l'Empire, il est perçu comme une pionnière de la diffusion des moutons mérinos sur le territoire français. Et en 1861, la Société impériale sous logique d'acclimatation lui rend hommage comme le père de cette science en érigeant au jardin d'acclimatation une statue comme l'on peut toujours y voir, le représentant à côté d'un bélier mérino. À mesure que les animaux tibétains ont été intégrés aux expériences de Daubenton, ils se sont trouvés inscrits dans un cadre conceptuel européen en cours d'élaboration sur l'amélioration des races. Ce cadre a transformé les relations entre les humains et les animaux, et plus largement entre les humains eux-mêmes. Daubenton n'a pas appliqué les résultats de ces expériences aux humains, mais d'autres acteurs l'ont fait. Comme le montre William X. Nelson, des administrateurs coloniaux français dans le Caraïbe ont proposé de prendre les expériences de Daubenton comme modèle pour des programmes d'élevage des populations d'esclaves. S'appuyant sur les méthodes et les conclusions de Daubenton pour les moutons, un gouverneur de Saint-Domingue a avancé qu'il serait possible de produire une nouvelle race perfectionnée d'esclaves dans l'île. Les pratiques impériales d'élevage se développent ainsi de concert avec de nouvelles conceptions de la race et de la domination coloniale. Pour conclure, à l'époque des Lumières, on observe une mobilisation inédite de l'expertise naturaliste au service des projets économiques de grande échelle. En se liant aux réseaux commerciaux et coloniaux de l'Empire français, cette mobilisation scientifique visait l'extraction des meilleures ressources naturelles du monde. Truden, Daubenton, Poivre et Chevalier espéraient que la race des animaux tibétains incarnerait une valeur universelle qui leur permettrait d'améliorer le cheptel national et d'émuler la fabrication des châles fins du Cachemire. De telles prétentions universalistes avaient pourtant leurs limites et restaient indifférents à de nombreuses particularités. D'abord, contrairement aux présuppositions sur la fixité des races, des spécificités environnementales se faisaient sentir chez les éleveurs européens qui multipliaient les tentatives d'acclimatation des chèvres à châle au XIXe siècle. La chèvre pashmina ne développe son précieux duvet qu'à de très hautes altitudes sous des températures basses, et cette production est d'ailleurs aujourd'hui menacée par le changement climatique. Finalement, les acteurs européens n'étaient pas seulement ignorants de l'espèce de l'animal qui donnait la laine qu'ils cherchaient, mais aussi de l'importance des savoirs autochtones qui étaient marginalisés par leur extractivisme. En transportant les 3 moutons du Tibet, les Français espéraient s'approprier une valeur façonnée durant des siècles par des éleveurs nomades tibétains, des marchands de caravanes himalayennes et des artisans cachemiriens. Mais en extrayant ces animaux, ils les sont détachés des mondes naturels, sociaux et culturels qui leur donnaient leur particularité. Merci beaucoup.